La victoire contre la cécité des rivières célébrée à Ouagadougou, l'onchocercose est presque éradiquée. Un succès à mettre à l'actif du programme Onco de l'OMS, lancé il y a plus de 40 ans. Le programme s'achève, mais tout est mis en œuvre pour pérenniser ses acquis. Explication à suivre. Tête à tête aujourd'hui entre le ministre Alpha Bari et le président Alassane Ouattara à Abidjan. Au menu, les enjeux de la prochaine rencontre du traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire. Des échanges également entre le chef de la diplomatie et la communauté burkinabé. Les détails dans ce journal. Sale temps pour l'âne au Burkina Faso. Le succès de sa peau qui se vend à prix d'or risque de causer sa perte. Près de 45 000 ânes auraient été abattus en 6 mois. À Balolé, un abattoir spécial a même été installé par des individus d'origine étrangère, mais la population excédée par les mauvaises odeurs et les désagréments crie son ras-le-bol. Reportage à suivre. Amnesty International accuse l'Égypte d'utiliser la stratégie des enlèvements et de la torture. L'ONG pointe la responsabilité des forces de l'ordre. Les victimes seraient pour la plupart des partisans de l'ancien président Mohamed Morsi, une moyenne de 3 à 4 disparitions par jour. Selon Amnesty International, la situation s'est dégradée depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La cécité des rivières ou onchocercose, une maladie invalidante en passe d'être vaincue. C'est le résultat du programme Onco lancé depuis une quarantaine d'années par l'Organisation mondiale de la santé. Un succès célébré aujourd'hui à Ouagadougou, mais point de triomphalisme. Il est plutôt question, au moment où le programme Onco referme ses portes, de poursuivre les efforts pour l'éradication de cette pathologie. Jean Zongo, Abdelaziz Yaguibo. La cécité des rivières, encore appelée onchocercose, est en passe d'être vaincue dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Burkina. Des milliers de patients sont aujourd'hui guéris et plusieurs zones libérées du parasite. Un succès à mettre à l'actif du programme Onco de l'OMS qui referme officiellement ses portes. Sur ces 42 années, ce sont plus de 600 000 enfants qui sont nés dans des zones qui étaient libérées de l'onchocercose. Ce sont des millions de personnes qui ont été traitées, plus de 120 millions de personnes qui ont été traitées. Nous avons pu libérer 25 millions d'hectares on a rendu ces hectares propices à l'agriculture. 2 programmes de l'OMS se sont succédés durant la quarantaine d'années pour batailler contre l'onchocercose et d'autres maladies tropicales négligées. Après 20 ans de mise en œuvre, le programme africain de lutte contre l'onchocercose passe le témoin au programme spécialisé élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Un autre projet de l'OMS qui entend déployer tout un arsenal pour poursuivre le combat les 5 années à venir. Ce programme a été conçu pour bénéficier donc des leçons apprises lors de la lutte contre l'onchocercose. Au niveau du Burkina, cette maladie existe toujours de façon perceptible dans 6 districts sanitaires, dans des endroits où la prévalence va de 5% à 10-15%. Donc nous considérons qu'il y a une baisse substantielle. Tout en saluant les différents acteurs ayant concouru au recul de l'onchocercose, le Burkina table davantage sur l'OMS et les autres partenaires. L'onchocercose ou cécité des rivières a jadis causé de nombreux dommages sociaux et économiques à nos pays. Des communautés entières avaient abandonné leurs terres agricoles fertiles à cause de la maladie. C'est donc dire que la lutte contre l'onchocercose a été une lutte décisive pour la survie, une bataille contre la faim et la pauvreté afin d'assurer un développement durable et harmonieux de nos États. C'est le lieu ici de saluer la collaboration fructueuse que nous avons eue avec l'Organisation mondiale de la santé et l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont été sur le front de la lutte contre ce fléau qui annihile les efforts de développement des États. Et pour marquer la célébration du succès de la lutte contre l'onchocercose, des prix seront décernés aux différents acteurs dont l'action a été d'une grande utilité. Et puis cet après-midi, la directrice Afrique de l'Organisation mondiale de la santé et le directeur régional du Fonds des Nations unies pour la population étaient chez le président du Faso, l'occasion de saluer la bonne conduite du programme Onco au Burkina. Il a également été question d'un programme d'autonomisation au profit des femmes du Sahel. Mokhtar Ouedraogo et Ramatou Zida.
Le développement sanitaire au menu des échanges entre le président du Faso et la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Le docteur Matshidiso Moeti félicite le président Roch Marc Christian Kaboré pour le succès du programme de lutte contre l'onchocercose, un programme que le Burkina Faso a abrité pendant 20 ans. L'OMS s'engage à accompagner le gouvernement pour améliorer le système de santé. Il y a de très bonnes relations entre le gouvernement burkinabé et l'OMS, que le gouvernement est engagé pour améliorer la santé du Burkinabé et faire que chaque citoyen de ce pays a accès aux services de santé de bonne qualité pour la prévention et aussi pour les soins médicaux. Le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA était également de la délégation. Avec le président du Faso, Mabeng Ngom a abordé la question du programme Sahel pour l'autonomisation des femmes, des dividendes démographiques et le prochain sommet de l'Union africaine à Kigali, un sommet où la question de la jeunesse sera au centre des discussions. Nous avons évoqué la question et le président est extrêmement sensible et disponible à faire un plaidoyer au niveau de ses pairs. La troisième chose, c'est une invitation spéciale que je suis venu apporter au président de la République du Burkina Faso pour un événement important qui se tiendra à New York en septembre 2016 et qui portera également sur le programme Sahel et dividendes démographiques. Ce programme est le fruit d'un partenariat entre la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Il couvre 6 pays de la sous-région. L'heure des comptes pour les établissements publics de l'État. La 17e Assemblée générale s'est ouverte ce matin à Ouagadougou en présence du Premier ministre, un moment d'évaluation des performances de ces entreprises. L'objectif, c'est de faire le point de leur fonctionnement et de formuler de nouvelles orientations pour de meilleurs résultats. Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. 84 établissements publics de l'État sont à la barre à cette 17e session de leur Assemblée générale. Le principe de redevabilité leur impose cet exercice, un exercice initié depuis 2000. Pour la présente session, les performances de chaque EPE seront passées en revue et analysées selon des éléments clés. La politique générale des EPE et l'équilibre financier, particulièrement la bonne gouvernance des fonds qui leur sont alloués. Au 31 décembre 2015, les recettes propres mobilisées par les EPE ont atteint la somme de 32 milliards de francs CFA, soit près de 19% des recettes totales. Quant aux fonds nationaux qui participent pour la première fois à cette Assemblée générale, ils ont dégagé des recettes propres de plus de 18 milliards de francs CFA, soit près de 51% de leurs recettes totales, qui atteignent un peu moins de 36 milliards de francs CFA. En dépit de ce bond, le taux d'autofinancement demeure faible, soit 26%. Au-delà de l'évaluation des performances, donc, ces assises devraient alors orienter les EPE vers des efforts pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la subvention de l'État. D'où le thème la comptabilité des matières dans le contexte du nouveau cadre harmonisé des finances publiques au Burkina Faso. Bientôt, une agence du bureau d'information sur le crédit au Burkina Faso. En tout cas, c'est l'ambition des responsables de l'institution. Un projet qu'ils sont allés présenter hier au chef du gouvernement, Moussa Ouedraogo, Maxime Zongo. Après bien d'autres États membres de l'UEMOA, les premiers responsables du bureau d'information sur le crédit BICE, qui ont trouvé que le Burkina offrait toutes les garanties pour le succès de leurs opérations, ont opté d'implanter une agence au pays des hommes intègres. C'est pourquoi ils sont venus solliciter des conseils au chef du gouvernement. Les autorités du Burkina, grâce à la promulgation de la loi uniforme portant réglementation du bureau d'information sur le crédit, ont créé les conditions du démarrage des activités du bureau d'information sur le crédit. Donc notre présence aujourd'hui au Burkina est dans ce cadre-là. Nous avons signé les conventions avec les banques, les établissements financiers et les institutions de microfinance qui doivent participer à ce dispositif du bureau d'information sur le crédit.
dans les jours à venir et à partir donc de là, les conditions sont réunies pour le démarrage des activités du BIC. Nous avons aussi sollicité ces conseils pour la réussite donc, de cet important projet qui a été initié par les plus hautes autorités de nos États. Selon le premier responsable du bureau, les choses vont aller très vite car une signature de convention interviendra ce vendredi. Le BIC est un outil qui va permettre aux institutions financières de prendre de meilleures décisions lors de l'octroi des crédits. Le ministre des Affaires étrangères est rentré ce soir même d'Abidjan. Alpha Bari est allé préparer la prochaine rencontre du traité d'amitié et de coopération. Aujourd'hui, il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Sur l'objet de cette entrevue, écoutons le chef de la diplomatie burkinabé, propos recueillis par Nongba Kouda et Sibidi Issa Lankwande. J'ai porté un message du président Roch Kaboré à son frère et aîné, le président Alassane Ouattara, pour le remercier des dispositions qui ont été prises dans ce sens et réitérer son engagement à œuvrer aussi dans le raffermissement des relations entre les deux pays qui sont très liés. Nous devons toujours travailler en cela. Et j'ai salué également le sens élevé du président Alassane Ouattara sur cette question. Depuis Addis Abeba, vous savez que les deux chefs d'État s'étaient rencontrés et se sont régulièrement vus en marge des grandes rencontres et ont travaillé à la chose à laquelle on aboutit aujourd'hui, à savoir cette reprise totale des relations entre les deux pays. Le ministre Alpha Bari, qui a également rencontré la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Au menu, la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, annoncée pour la fin de ce mois à Abidjan, en présence du président du Faso, mais aussi le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Nongba Kouda, Sibidi Issa Lankwande. À l'ensemble des couches socio-professionnelles des Burkinabés de Côte d'Ivoire venus l'écouter, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari a dit être porteur d'une bonne nouvelle. L'axe Ouagadougou-Abidjan a retrouvé son lustre d'antan et tout est en train d'être fait pour que le Burkina emprunte la voie de la relance de son économie. Le président du Faso s'y est engagé et c'est pour cela qu'il effectuera son premier voyage officiel entre Deburni fin juillet pour la 5e rencontre du traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire. Il était important de les rassurer par rapport au vote des Burkinabés de l'extérieur qui va avoir lieu en 2020. Satisfait d'entendre que les relations entre leur pays d'origine et celui de leur adoption sont de nouveau sur les rails, ces Burkinabés n'ont tout de même pas manqué de rappeler au gouvernement les difficultés qui sont les leurs. Les problèmes que nous avons énumérés de suite, ce sont des problèmes que nous vivons depuis des années. Et surtout, des problèmes de salaire, problèmes de santé. Nous voulons un peu de respect pour la femme burkinabé. Parce que quand nous allions dans des cérémonies, les hommes ne sont même pas prêts à pouvoir mettre au moins une femme devant leur rang pour dire bon, ce rang-là c'est pour les dames. Depuis le grippe aviaire a commencé, on a tous les 1000 problèmes. Quand un train vient, on a 3 chargements. Un chargement, il y a 80 casiers dedans. Chaque casier, il y a 80 pentades dedans. On paye une pentade à 3500. Donc un chargement qui vient avec 3 wagons, ça nous donne 67 minutes de 100 au Burkina. Donc si vous calculez, vous voyez le chiffre qu'on a perdu. Personnel diplomatique, leaders d'opinion et d'associations, opérateurs économiques, chefs coutumiers, religieux et notabilités ont échangé à bâton rompu avec leur ministre de tutelle. Et l'on retiendra que leurs vœux les plus ardents sont de voir la matérialisation d'une carte biométrique consulaire qui leur donne accès à tous les services et le respect d'une vieille promesse, celle du vote des Burkinabés de l'extérieur. 3 ministres face à la presse aujourd'hui pour le traditionnel point de presse du gouvernement. Là, on revient à Ouagadougou.
Maurice Bonané de l'urbanisme, Taïrou Bangré des sports et des loisirs et Rémi Fulgence Danjinou de la communication. Au cœur des échanges, les questions de lotissement, la situation des infrastructures sportives, mais aussi des questions d'actualité comme la rétrogradation supposée du général Yacouba Isaac Zida. Mounira Kéré. L'urbanisme de nos villes comme question prioritaire abordée à ce point de presse du gouvernement. Les préoccupations des pouvoirs publics se réfèrent au lotissement, à l'assainissement et au respect des normes de construction, considérés comme des enjeux économiques et sociaux majeurs. Pour le chef du département en charge de l'urbanisme, il est impératif de discipliner les acteurs intervenant dans le domaine. Le ministère a pour attribution de mettre de l'ordre pour tout ce qui concerne les investissements dans le domaine du bâtiment et des aménagements urbains et de permettre à l'État de pouvoir assurer la réalisation de ces ouvrages. L'exercice de communication gouvernementale s'est aussi focalisé sur l'état des infrastructures sportives dans les différentes villes du Burkina. Banfoa aura son terrain synthétique, Koudougou aussi et Dédougou. Donc Kaya directement et Waikuya aussi avec Kaya, donc au mois d'octobre, donc on va finaliser pour eux. L'affaire Zida s'est invitée au débat. Pour Rémi Danjinou, le gouvernement n'est pas au courant de la rétrogradation du général. Des éclaircissements ont été fournis quant aux multiples déplacements du ministre en charge des Affaires étrangères vers la Côte d'Ivoire. Dans le cas d'espèce, nous avons à préparer donc le traité d'amitié et de coopération, le TAC, qui va se tenir en fin d'année. Donc il est dans son travail de diplomate au service de son pays. Lorsque le général Zida a été nommé, ça a été par un décret. Je pense que normalement, s'il va être enlevé de ses fonctions, il y aura un décret. Pour le moment, le gouvernement n'est pas au courant de quoi que ce soit par rapport à cela. L'exploitation des pots d'âne inquiète le gouvernement qui annonce que le sujet sera bientôt sur la table du Conseil. Quant à l'incivisme routier et fiscal, le gouvernement entend y mettre un terme. Idem pour les installations anarchiques dans les villes et les manifestations sans autorisation. Et justement, je vous le disais, c'est un sale temps pour les ânes au Burkina Faso. Le succès de leur peau qui se négocie à prix d'or est en train de causer leur perte. Près de 45 000 ânes abattus en 6 mois. Le cas de Balolé à Tanguendasouri est symptomatique. Dans ce village, un abattoir a été érigé par des individus d'origine étrangère, mais excédés par les désagréments et les mauvaises odeurs, les populations crient leur ras-le-bol. Explication Issaka Ouedraogo et Zalissa Sanfo. Des cadavres d'ânes qui jonchent partout le village de Balolé à quelques encablures de Tanguendasouri. Dans les bosquets, les espaces vides. Sous la direction des habitants, nous en avons dénombré une douzaine en l'espace de 30 minutes. Même dans les concessions. Ce soir, Madame Kabore Koudpoko fera sa cuisine à côté de ce cadavre. Elle dit n'avoir ni les moyens, encore moins la force, de s'en débarrasser. L'on croirait donc à une épidémie qui frappe ces animaux. Mais détrompez-vous, ils ont été libérés de cet abattoir suite à un mécontentement des habitants. Premièrement, on est venu, on a fait une délégation, on est venu, on a croisé les autorités de l'usine. On a discuté, on n'a pas trouvé un terrain d'entente. On est reparti 2e fois, ils ne nous ont pas écoutés. 3e fois, on a fait venir la gendarmerie nationale, on a fait venir le commissaire, on a fait venir les gens de l'hygiène de Tanguendasouri, on a eu à discuter. Ils nous ont donné qu'à partir de ce jour-là, il n'y aura plus d'abattage d'ânes, qu'ils ne vont plus tuer d'ânes. Il y a une pluie qui est venue, ça a envoyé tout le sang des ânes, les déchets encore pour mettre dans nos puits. On ne peut plus boire de l'eau, nos animaux ne peuvent plus boire l'eau et puis on tombe malade. 3 jours se sont écoulés depuis qu'ils ont mis l'abattoir à sac. Les responsables tentent de nettoyer ce qui aurait pu favoriser la colère de ses habitants. Mais rien n'y fait. Dès l'entrée, ce sont les odeurs nauséabondes qui nous accueillent. Et à l'intérieur, un décor macabre. Des caracasses, ça et là. Des restes d'ossements brûlés et des rapaces qui rôdent autour témoignent du destin funeste de ces ânes. Un destin qui déplaît aux habitants de ce village pour qui l'âne est un animal sacré. Nos vieux nous ont dit qu'au mois des ancêtres là, âne là,
c'est sacré pour d'autres personnes. Et puis, même c'est sacré pour notre village. On ne touche pas à l'âne. Donc, on ne va pas boire sans d'âne ou bien déchet d'âne, or que nous ne touche pas à l'âne. Les responsables de cet abattoir ne veulent ni être vus, ni être entendus. Hors micro, là, ils nous confient que c'est un concours de circonstances qui leur aurait conduit à cette situation. La forte chaleur aurait provoqué la mort d'une centaine d'ânes et en ce même moment, une panne de leur incinérateur leur aurait empêché de s'en débarrasser. Voilà pour ce constat. C'est l'une des mesures du gouvernement pour éviter d'autres inondations à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, le déguerpissement des commerces installés aux abords de l'hôpital et le curage des caniveaux. Constat aujourd'hui, si de nombreux commerçants sont en plein déménagement, d'autres par contre ne semblent pas pressés de libérer les lieux alors que les travaux ont débuté. Moussa Ouedraogo ou Moussissé. Ce commerçant est en plein déménagement. Lui qui avait son magasin aux abords de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Comme d'autres installés à cet endroit, il doit libérer les lieux après les mesures prises par le ministère de la Santé pour résoudre les problèmes d'inondation de l'hôpital. Tous sont unanimes sur le bien fondé de ces mesures. La décision est bonne. Bon, comme c'est pour développer la commune, bon, on n'a pas d'autre solution. Comme l'eau rentre à l'hôpital, c'est forcément que nous on quitte ici. Comme dès que de l'eau rentre à l'hôpital, comme ici là, il y a caniveau, bon, c'est pas bien arrangé. Donc on va aller à un côté et puis on va arranger. Néanmoins, ces commerçants s'inquiètent pour leur avenir. Ici c'est bien, ils nous ont mis ici, mais c'est un lieu caché, donc on ne peut rien vendre ni rien. Vous voyez, regardez les boutiques posées. Est-ce que vous voyez un client qui va tourner et puis venir, c'est difficile pour entrer ici. Donc c'est tout un problème pour nous. On ne sait pas comment on va faire parce que la porte là, si on n'ouvre pas cette porte là, ça ne va pas nous arranger. Les malades vont quitter pour venir payer. C'est à cause des gens qui sont à l'hôpital là que nous sommes devant la porte. Alors que si on vient ici là, qui va venir payer? Ça nous arrange, mais comme on n'a pas le choix, il n'y a pas de problème. On va faire comment? Quant à un quelconque dédommagement, les commerçants disent être au courant de rien. Et pour leur permettre de bien mener leurs activités, ils demandent l'électrification de leur nouveau site. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale sollicite le concours des leaders d'opinion pour la bonne exécution de sa mission. Hier, Benoît Cambou et ses collaborateurs étaient chez le cardinal Philippe Ouedraogo, Adama Guiti et Yolande Lombo. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale chez le cardinal Philippe Ouedraogo. Conduite par Benoît Cambou, la délégation est venue requérir son concours dans l'accomplissement de sa mission. Nous les avons accueillis avec joie et beaucoup d'espérance, car les attentes du peuple sont multiples en matière de réconciliation, en matière de justice et en matière de paix. Nous souhaitons qu'ils soient vraiment de bons et fidèles serviteurs de ce peuple pour frayer des voies et répondre autant que faire se peut aux attentes de ce peuple. Installée officiellement le 22 mars dernier, la nouvelle équipe a déjà près de 5065 dossiers sur sa table. Nous venons d'horizons divers. Il faut que nous formions pour élever notre niveau afin de pouvoir examiner au fond les dossiers qui nous sont confiés et qui continuent d'arriver. Conscients qu'ils auront besoin du concours de tous les facilitateurs, dans les prochains jours, les membres de cette institution rencontreront également le Mourunaba, la Fédération des Églises évangéliques et la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. À présent, on fait le point de la campagne agricole dans le Soum, dans cette province du Sahel. Ce sont toujours les semis, mais pas de quoi s'inquiéter, rassurent les techniciens. Constat, Ama Faisal Sissé et Seydou Zon. La famille Sawadogo est en pleine opération de semis ici dans la commune de Tormayen dans le Soum. Non loin de là, Mariam Santi a loué ce tracteur pour labourer son champ de sésame en raison de 17 500 francs par heure. C'est le même constat qui se dégage dans l'ensemble de la province du Soum où on note une opération de semis généralisée.
À ce stade de semis à la date du 12 juillet, les techniciens de l'agriculture rassurent sur la suite de la campagne dans la province. L'année dernière, à ce stade également, nous étions en pleine opération de semis. C'est le même scénario à peu près qui se poursuit, reprend. Nous ne sommes pas inquiets quant à la poursuite, enfin quant à la réussite de la campagne si véritablement les pluies se poursuivent normalement. Mais il faudra aussi que les producteurs respectent les conseils donnés par les agents d'encadrement sur le terrain. La seule difficulté rencontrée par les producteurs en ce début de campagne dans la province du Soum, c'est la non-disponibilité des semences de variétés améliorées. Les producteurs ont compris l'utilité et la nécessité d'utiliser ces semences de variétés améliorées, de sorte que nos services sont sollicités pour, n'est-ce pas, assurer l'approvisionnement. Alors c'est là qu'il y a peut-être de petits soucis, on n'arrive pas à couvrir les besoins, mais aussi nous ne manquons pas de les orienter vers les privés. Selon Ibrahim Ouedraogo, si les producteurs respectent les conseils des agents d'encadrement et avec la bonté du ciel, le Soum pourra réussir sa campagne agricole. Hors de chez nous, Amnesty International accuse l'Égypte d'utiliser la stratégie des enlèvements et de la torture contre les activistes. L'ONG accuse les forces de l'ordre. Les victimes seraient pour la plupart des partisans de l'ancien président Mohamed Morsi. Une moyenne de 3 à 4 disparitions par jour. Selon Amnesty International, la situation s'est dégradée depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi. L'organisation non gouvernementale Amnesty International accuse l'Égypte d'avoir enlevé et torturé des centaines d'étudiants, d'activistes et même d'adolescents durant ces 3 dernières années. Selon Amnesty International, les victimes ont été enlevées par les forces de l'ordre et sont des partisans de Mohamed Morsi, l'ancien président issu des Frères musulmans. Voilà ce qu'en dit un des porte-parole de l'ONG. Nous savons qu'en Égypte, en moyenne, 3 ou 4 personnes disparaissent chaque jour. Leurs familles ne savent rien de ces disparitions forcées, des détentions et de la torture pratiquée dans les prisons. La semaine dernière, 6 policiers ont été condamnés à des peines de 3 à 7 années de détention pour avoir torturé et tué un prisonnier. L'ONG estime que les cas de torture sont de plus en plus nombreux depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi. Le rapport d'Amnesty International précise que les personnes enlevées sont le plus souvent détenues pendant des mois, parfois les yeux bandés et menottées 24 heures sur 24. Amnesty International mentionne également que les victimes sont tabassées et la pratique courante de la torture à l'électricité. En mars dernier, le Parlement européen avait condamné le non-respect des droits de l'homme en Égypte. 2 mois plus tôt, l'étudiant italien Giulio Regeni avait disparu au Caire. Son corps avait été retrouvé et présentait des marques de torture. À l'époque, tout comme aujourd'hui, le gouvernement égyptien avait nié tout enlèvement. Le ministre égyptien des Affaires étrangères accuse le rapport d'Amnesty International d'être partisan, de suivre un agenda politique, de répandre des rumeurs mensongères et de soutenir les groupes terroristes. Les quotidiens de ce jour reviennent à l'unisson sur le réchauffement des relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. À l'étranger, c'est l'assassinat au Burundi d'un député qui retient l'attention. Lecture croisée avec Touboum Evelyne Dabiré. Les parutions de ce 14 juillet font le point de la visite du ministre Alpha Bari en Côte d'Ivoire. Objectif de cette visite, informe Sidoya, la relance économique et les préparatifs du 5e sommet sur le traité d'amitié et de coopération entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Si le soir rapporte la satisfaction du ministre Alpha Bari quant à l'excellence des relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le pays, lui, se félicite surtout du réchauffement des relations ivoiro-burkinabais suite à la période de bruit constatée depuis la chute de Blaise Compaoré. Ce journal conclut « Le réalisme a triomphé, mais estime que les embrassades ne mettent pas forcément fin à la bagarre. » Actualité hors du Burkina, l'assassinat de Hafsa Mossi, c'est la goutte de sang qui entache les pourparlers, écrit l'observateur Palga.
Pour ce journal, l'assassinat de l'ancienne ministre de l'Information du Burundi vient allonger la liste macabre des personnes tuées depuis la crise consécutive au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Pour aujourd'hui au Faso, Nkurunziza a entamé depuis longtemps son fameux mandat et écarte avec brutalité tous les obstacles humains et matériels qui obstruent son chemin. Cet assassinat intervient concomitamment au conclave sur le dialogue inter-burundais. Le journal interpelle alors la communauté internationale afin qu'elle trouve des actions contraignantes, car après Afsa Moussi s'inquiète aujourd'hui au Faso, c'est au tour de quelle autre personnalité de tomber sous les balles assassines? Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite du programme.